La radio ici maintenant 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Luc Biget, ce soir invité du magazine Énergie Positive, avec ce livre La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions de Janus. L'occasion pour nous d'aborder ces mythes fondateurs de l'humanité, en tout cas pour une partie du monde, pour nous Européens, ça tombe bien, venant de la Grèce. On est en plein dedans avec la compagnie de Bertrand Leroy. Et ce livre, je vous rappelle aussi que Bertrand a eu l'occasion de faire l'émission pour parler de son livre avec Tom Verdier, La cerise sous le gâteau. Il s'agit de la mystérieuse porte du Mont Saint-Michel, le sentier de date, Voilà, la porte mystérieuse du Mont Saint-Michel. On va y arriver. Un gros titre. avec Faisal Benchila. Alors, nous en étions donc avec les juments de Diomède. Et là, pour le coup, je suis séché. Elle est complexe, hein. Il y a la notion de guerre, la notion d'expansion de conscience, de ces juments qui sont enchaînés et qui sont un danger pour l'homme. Donc, à vouloir peut-être trop brusquer les choses, parce que là, il s'agit de la guerre, hein, à vouloir trop brusquer les choses, peut-être que, pour le coup, ça peut être un danger, mais là, franchement, Oui, j'avance en aveugle, hein, total, hein. on tourne autour. De toute évidence, on est sur un champ de bataille, puisqu'effectivement, Hercule est en combat contre les armées de Diomède, et Abderos veut dire fils de bataille. Alors, et donc on a vu que les juments correspondaient à nos désirs d'expansion de conscience, à notre impulsion à explorer de nouveaux territoires, ce que Jung appelait l'instinct de transcendance, hein, c'est-à-dire ce désir d'aller au-delà de là où on est aujourd'hui. C'est du reste pour ça que le cheval est le meilleur ami de l'homme, hein, c'est-à-dire ce désir sans cesse de dépasser ses limites. Alors, la difficulté, c'est que Diomède, le fils de Mars, attache les juments à la mangeoire en bronze avec une chaîne de fer. Donc on est dans l'âge du fer, l'âge de bronze. Autrement dit, on est dans on faisait allusion tout à l'heure aux trois métaux des Jeux Olympiques, hein, donc Le le bronze, bronze, l'argent et l'or. l'argent et l'or. Et le fer va correspondre à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de monter sur l'une des trois marches du podium. Donc, au fond, les juments sont enchaînés à quelque chose qui est de l'ordre de la banalité, c'est-à-dire le monde de l'âge du fer. Et surtout, elles se nourrissent de nourriture qui n'est pas du fourrage, c'est-à-dire qui n'est pas adaptée à leurs propres besoins, de la chair humaine. Donc, Diomède veut maîtriser son inspiration, son instinct de transcendance, c'est-à-dire son désir d'aller au-delà de ses propres limites et de se transformer. Il veut maîtriser les juments. Diomède est un mauvais gardien, Diomède est un mauvais maître et Abderos est un mauvais gardien. Pourquoi? Simplement parce que lorsque l'on veut contrôler nos désirs, notre vitalité, nos instincts de dépassement, il y a deux manières de faire qui ne sont pas justes, nous dit le mythe. La première, c'est l'enchaîner, c'est-à-dire c'est la volonté de contrôle, c'est la volonté de maîtrise, c'est les empêcher de tout mouvement. Et en passant, le mythe nous demande de vérifier est-ce que tes libres élans de conquête sont mis au service d'une nourriture qui est ta vraie nourriture. Autrement dit, est-ce que toute l'énergie que tu mets dans ton entreprise, dans ton projet, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, dans ta vie créative, etc., est-ce qu'elle te nourrit vraiment? Est-ce qu'elle correspond à une nourriture véritable? Ou est-ce qu'au contraire, elle entraîne peu à peu, progressivement, un sentiment d'autodestruction de soi-même? Est-ce qu'on ne se mange pas soi-même en mettant ses énergies au service d'un objectif ou d'un désir qui n'est pas vraiment le sien? Donc c'est à cette étape, en tout cas, qu'il faudrait se poser cette question.
La deuxième chose, c'est qu'Abderos est un mauvais gardien, le fils de bataille, fils d'Hermès, donc au fond, fils d'Hermès, donc fils du mental, fils de la pensée, des pensées en bataille, des pensées enchevêtrées. Et donc évidemment, quand nous avons des pensées enchevêtrées, on ne peut pas non plus garder ces élans sauvages qui nous habitent et qui nous tenaillent pour aller vers un au-delà de nous-mêmes. Donc ce sont deux manières illégitimes, nous dit le mythe, de contrôler notre impulsion à aller à suivre le fleuve de la vie, le courant de la vie, par la tentative de le contrôler et de les diriger vers une nourriture qui n'est pas sa vraie nourriture, qui ne correspond pas à un vrai besoin de la personne. Et donc ça c'est Abderos Diomède qui cherche la maîtrise par le contrôle. Du reste, le mot contrôle est un joli mot, si je puis dire, qui peut se décoder contre ol. Ol, c'est l'huile d'amour, c'est l'huile de l'onction. Donc tout ce qui est de l'ordre du contrôle va contre l'amour, en réalité, nous dit la langue des oiseaux. Et Abderos, par le mental, par la pensée, on ne peut pas non plus contrôler ces élans. Donc comment faire pour sortir de ce conflit permanent qui existe en soi lorsque les élans vitaux de l'être ne sont pas mis au service d'une bonne nourriture, d'un bon accomplissement. Hercule nous apporte une réponse en disant, en creusant un canal entre l'océan et le bassin. Il va créer un bassin. Autrement dit, il va créer une ligne d'énergie entre le bassin corporel et l'océan du cœur, l'océan de la grande compassion du cœur. Donc c'est créer une ligne de contact, un lien entre les besoins des tripes et les besoins du cœur, qui va régulariser la situation et nous faire sortir de ce perpétuel champ de bataille dans lequel on se trouve si souvent lorsque nos désirs servent de mauvais maîtres. Donc voilà, et donc ouvrir un canal, c'est aussi entrer dans le champ de la compassion, entre la mer et créer ce lac de compassion, ce lac cardiaque de la compassion. Donc au fond, ce qui va calmer les juments, c'est l'amour porté à nos élans vitaux, et non pas la meilleure manière de contrôler, c'est par la compassion, et non pas par la volonté de maîtrise, ni par l'intelligence. On peut le lire comme ça, en tout cas, ce mythe. Et je note que pour le coup, Hercule, dans autant peut-être les 6 premiers travaux étaient pour lui-même, Oui. autant là, pour le coup, tu parlais de l'extérieur, hein, là on n'est pas en Crète, on est chez Diomède, donc c'est ailleurs que... Alors, en Crète, le taureau de Crète, Hercule va mettre son intelligence en syntonie, en harmonie avec l'intelligence collective, en dénouant jusqu'à la racine le désir de possession, c'est-à-dire en fait d'identification. Et dans les juments de Diomède, c'est le fils de Mars, Diomède, donc c'est encore la bataille, c'est encore la puissance de conquête. Il va mettre ses élans vitaux, il va devenir ivre de la vie, en surfant en accompagnant les élans vitaux qui traversent en permanence non seulement le corps, mais l'ensemble du réel. Pourquoi 4 juments? Alors, il y en a une alors j'ai oublié les noms grecs, mais il y en a une qui désigne le soleil levant, une autre qui désigne le soleil qui veut dire jaune, donc le soleil qui est déjà encore un peu plus levé, une autre qui veut dire brillant et qui désigne le soleil à son apogée, et une autre entre les deux qui désigne juste après le lever du jour. Donc en fait, les noms des 4 juments désignent le lever du soleil, les différentes étapes de lever du soleil en réalité. Donc la manifestation du pouvoir de la vie. Donc à travers ce travail, tu veux dire que Hercule arrive à se laisser porter par les énergies de
Et Alors, c'est pas tant de créativité, mais de cette expansion de conscience, d'être dans le flux de la vie, de se laisser porter d'e- par elle. d'être dans l'énergie du vivant, dans le flux du vivant, mais pas en termes de conscience, en termes d'énergie cette fois-ci. Énergie qui devient féconde, puisque ce sont des jumeaux à nouveau. Donc c'est un mythe. Plus on avance dans les mythes, plus on a l'impression que c'est quelque chose d'éloigné de nous et d'inaccessible. Oui, Hein. c'est ça. Ouais. Parce que, évidemment, pour la plupart d'entre nous, on en est au premier travail, qui est le lion de Némée, dans le meilleur des cas. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Bon, l'hydre de Lerne, on arrive à le comprendre. Le sanglier d'Érimante, qui est la conscience de sa mission intérieure, on arrive, si ce n'est à le contacter, à concevoir que ça existe. Euh, le, le- la biche du Kérénia, l'innocuité, la non-violence aussi. Après, on a Les les oiseaux. les oiseaux de Staffall. C'est parfois déjà plus compliqué de comprendre que la conscience n'est pas la pensée ou que la pensée n'est pas la conscience. Et qu'en réalité, euh, quand on pense que la pensée et la conscience, c'est simplement qu'il y a une identification entre l'un et l'autre et qu'on n'arrive pas à décoller l'un de l'autre. Donc ça, on rentre dans des zones un peu plus compliquées déjà. Et puis après, il y a la fameuse sécurité d'Ozias, qui est le nettoyage du corps de vitalité. Et là, c'est l'éveil des énergies, l'éveil de la Kundalini, l'éveil des énergies corporelles. Là encore, on en a parfois une idée, mais plus rarement une expérience. Et après, on rentre dans des choses plus compliquées, parce qu'on se désolidarise complètement du contact avec la personnalité, fût-elle en relation avec la transcendance, pour rentrer dans l'ouverture à l'infini, l'ouverture à la, euh, à quelque chose qui est de l'ordre qui est toujours de plus en plus difficile à formuler. Donc après, évidemment, se désidentifier des noyaux d'attachement, des noyaux de possession, on peut le concevoir, mais c'est un travail encore plus difficile. Et après, devenir ivre de la vie, c'est encore autre chose. Et Ouais. on va voir, plus on va avancer, plus on va vers des situations difficiles. Mais Pour nous, en tout cas. on rejoint un petit peu voilà, ce que j'aborde aussi dans mon bouquin de La Porte Mystérieuse, c'est-à-dire cette carte du vagabond, du mat, quoi, dans le vagabond qui est là d'ailleurs avec le chien qui lui griffe, qui veut lui griffer le sexe, quoi, hein, qui est ce feu d'en bas, et en même temps qui est, bon, on l'appelle le fou, quoi, c'est-à-dire il suit ce rugissement du vivant, quoi. Il sort du contrôle pour surfer la vague, quoi. Voilà, on retrouve souvent ça sur le sentier d'ailleurs. À marcher quelque part, c'est se relier à ce flux, quoi, à cette providence, qui est- dans lequel moi je distingue une forme d'intelligence quelque part. Il y a une organisation dans ce flux. On parle flux, moi j'aime bien ce mot, mais c'est aussi fiat lux, quoi, cette explosion de lumière, ce Big Bang qui était là et qui, même scientifiquement, apparaît de plus en plus aujourd'hui comme avoir été ordonné, quoi. C'est-à-dire c'était pas du chaos, quoi. Et accepter de se relier à ça, de surfer la vague, ça demande des qualités, effectivement, tout ce travail qui était en amont, un petit peu pour pas tomber dans la folie, mais Bien sûr. d'harmonie du cœur, Et surfer sur devenir ivre de la vie n'est possible que parce qu'on a nettoyé le corps de vitalité, le corps éthérique, sinon ce serait pas possible. Donc, parce qu'on a fait les écuries d'Ogias, précisément. Mais pour moi, on aborde des choses concrètes, par contre, dans cette deuxième partie des travaux d'Hercule. Autant les premiers étaient assez centrés sur l'individu, autant là, on aborde justement la manifestation, c'est-à-dire comment manifester ça dans le réel, quoi, autour de soi, dans la société, de façon, effectivement, on flirte. Une phrase que je mets beaucoup dans le bouquin, c'est living on the edge, quoi. Living on the edge, vivre sur le fil, quoi. C'est le fil du rasoir, quoi. Mais la voie du milieu, c'est ça aussi, la voie cardiaque, la voie du centre, c'est on est constamment sur un fil quelque part, hein. Mais c'est là où les intensités circulent le plus librement, le plus fort. Enfin, l'intensité est là, quoi, sur ce truc entre contraste, entre ombre et lumière, entre living on the edge, quoi. C'est une expression qui me revient souvent, quoi. Moi, quand je marche aussi, c'est ça, quoi. Être attentif à ce qui nous traverse et pas se faire déborder non plus par tout ça. Par exemple, on revient au Mont-Saint-Michel, donc il y a le Mont-Saint-Michel qui est connu, mais à côté, on a ce fameux Mont Tomblaine. Mont Tomblaine qui était au Moyen-Âge appelé le pic de la folie, quoi. Et qui manifeste la même énergie que celle du Mont Saint-Michel quelque part, mais qui n'est pas canalisée par l'archange,
justement, et les moines au Moyen-Âge allaient là-bas, et il y a plusieurs reports de gens qui devenaient fous, justement, parce qu'ils n'avaient pas le corps adapté pour canaliser ces intensités-là, et dans ce cas-là, on se fait dévorer par le feu d'en bas, par la vouivre qui est là, quoi. Donc moi, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis, en fait. Effectivement, c'est tout ça, c'est un processus, mais qui nous guide aussi vers l'autre, vers la société. C'est pas que de l'abstrait, quoi. Pour moi, c'est vraiment des choses qui demandent effectivement de la sensibilité, d'avoir brisé le masque de l'ego, de se purifier les pensées, d'avoir purifié son corps énergétique pour se laisser pénétrer et que les intensités circulent librement. Deleuze parlait du corps liquide, quoi. Pour moi, il y a cette notion de water no get enemy, comme chante Fela, quoi. L'eau n'a pas d'ennemi. On arrête le feu, on n'arrête pas l'eau, quoi. Mais à partir du moment où on se laisse les intensités circuler de ce corps liquide, là, on arrive à toucher des choses. Oui, c'est intéressant. C'est justement quand Hercule fait venir l'eau que la bataille s'arrête. Hein. Oui, C'est exactement ce que tu dis. Le feu de Mars. Et en même temps, de cette étape qu'on a franchie, où Hercule n'est plus centré sur lui-même dans le fait de se nettoyer, et de passer, je dirais, vers une dimension plus externe, et de connecter ce flux. Il y a cette ressemblance ou ce parallèle avec le tarot de Marseille. On a les 9 premières arcanes qui vraiment sont identifiables par des personnages qui sont là, auxquels on peut effectivement voir, bon bah voilà, la justice, l'ermite, le pape, l'empereur, etc. Et à partir de la 11e carte, on rentre dans vraiment le côté, je dirais, peut-être plus inconscient, où les archétypes sont beaucoup plus forts, où il y a des mélanges de symboles qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands, qui toucheraient peut-être, je dirais, à l'inconscient, euh, peut-être collectif de l'humanité, je ne sais. En fait, on va le voir avec les Amazones, qui est le travail suivant, mais on rentre dans le domaine du surconscient, en fait, à ce moment-là. Jusqu'à présent, il y a eu des périodes de nettoyage, l'hydre, les écuries, il y a eu des insights, des prises de conscience avec le sanglier d'Érimonte, la biche de Kérénir. Mais là, Hercule, enfin la conscience du héros entre en résonance, en harmonie euh, avec le monde du sens, avec le contenu du monde du sens, c'est-à-dire avec ce qu'on peut rappeler le surconscient par opposition à l'inconscient, qui est plutôt perçu en général comme une zone d'ombre. Dans le monde chamanique, il y a trois mondes. Il y a le monde ordinaire, le monde du dessous et le monde du dessus. Et en fait, Hercule, on le verra à la fin, il va explorer ces trois mondes. Il explore ces trois mondes. Mais il y a une préparation dans le monde ordinaire, si je puis dire. Et là, après les 6 premiers travaux, il commence à explorer les forces du monde du dessus, c'est-à-dire la puissance de la vie et la puissance de l'intelligence collective. Et c'est là où nous abordons la ceinture de la reine des Amazones. Oui, c'est un beau mythe, la ceinture des Amazones, qu'on va relier à la balance, hein, et que, alors que les juments de Diomède sont plutôt reliés au bélier, du coup. Euh, Eurysthée a une fille qui s'appelle Admétée, et elle rêve, elle meurt d'envie de posséder la belle ceinture d'or qu'Arès, le dieu de la guerre, a donnée à sa fille qui s'appelle Hippolyte et qui est la reine des Amazones. Donc on a deux ceintures dans la mythologie. On a la ceinture d'Aphrodite, hein, qu'on connaît bien, et la ceinture d'Arès, qui est en possession de la reine des Amazones, qui est la fille d'Arès. Alors, ça semble un travail facile, a priori, aller prendre une ceinture, la ramener, comme ça, tout va bien. Hercule met les voiles vers le Thermodon, vers le fleuve près duquel habitent les Amazones, avec quelques compagnons. Et lorsqu'il arrive en vue du territoire, il descend du bateau, il fait quelques pas, et à sa grande surprise, il voit Hippolyte qui arrive devant lui et qui est prête à lui offrir la ceinture. Il n'en croit pas ses yeux. Et en même temps, Héra, la vilaine, a fomenté, se déguiser en Amazone, et il a fait courir une rumeur, et il a fait courir le bruit qu'Hercule venait tuer la reine des Amazones et lui voler la ceinture.
Les Amazones, pas contentes du tout, montent sur leurs chevaux et Hercule voit au loin arriver un nuage de poussière vengeresse prête à défendre leur reine, qui, pense-t-elle, est en fâcheuse position, alors que la reine, elle vient simplement offrir la ceinture au héros qui arrive. Sur ces entrefaites, Hercule, voyant les Amazones arriver au loin sur lui, prend son épée, tue la reine des Amazones, prend la ceinture qui lui a été offerte et engage le combat contre les Amazones, la troupe des Amazones qui arrive. Il en défait 12 principales, et ces hommes s'occupent des autres. Et ce sera la fin en fait, de l'histoire des Amazones, enfin de la civilisation des Amazones. Alors, qui sont, et donc du coup, il va rapporter la fameuse ceinture à Eurysthée. Sur le chemin du retour, il y a un épisode important. Il rencontre une jeune femme dont le nom m'échappe à 4h30 du matin, euh, dont le nom en français veut dire reine d'Asie, et qui est en train d'être engloutie par un monstre marin. Euh, Cette jeune femme, donc Hercule se précipite, il rentre dans le ventre du monstre, il délivre la jeune fille, la ramène à la vie et la sauve du monstre marin. Et enfin, il va retourner vers Eurysthée et donner à Admétée la fameuse ceinture dont elle a toujours rêvé. Alors, un mot sur les Amazones, ce sont des femmes guerrières. Amazone veut dire sans sein, c'est-à-dire elles se mutilaient le ou les seins pour pouvoir mieux tirer à l'arc et être plus efficaces dans la guerre. Donc dans cette société-là, les hommes faisaient les tâches ménagères et les femmes s'occupaient de la vie politique et de la vie et de l'armée et de la vie et de la défense de la nation et des conquêtes. Et pour être sûr que les hommes ne prennent pas le pouvoir, elle brisait les membres des nouveau-nés pour qu'ils ne puissent pas monter à cheval et aller guerroyer. Donc voilà la civilisation des Amazones. Alors, encore une femme qui, je note, emmène Hercule faire des acrobaties. Toujours le désir des femmes est bizarre quand même, hein. Ces femmes qui ont des désirs assez particuliers. Une ceinture qui n'est pas une ceinture de chasteté, mais une ceinture d'or. Alors je ne sais pas, tu as parlé de l'autre ceinture qui était la ceinture D'Aphrodite. d'Aphrodite, mais je ne sais plus ce que c'était que cette ceinture. On dit que dès que Aphrodite ouvre sa ceinture, en fait on pense que c'est souvent une ceinture qui ceint les reins. En fait, c'est une ceinture c'est plus un baudrier, c'est une ceinture qui ceint le cœur, comme pour quand on porte une épée, on met une ceinture autour du cœur, en bandoulière en réalité. Donc lorsque Aphrodite ouvre sa ceinture, c'est-à-dire en fait ouvre son cœur, évidemment, elle séduit tout le monde. C'est une déesse volage, Aphrodite. Donc dès qu'elle a envie de faire l'amour avec un dieu, une déesse, une nymphe ou un humain, elle ouvre sa ceinture et elle séduit bien sûr le futur candidat. D'accord, donc là, pour ce qui est de l'Amazone, est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Alors l'Amazone, c'est l'emblème de la royauté en fait pour l'Amazone. Euh, donc en fait, lorsque Hippolyte offre sa ceinture Hercule. à Hercule, et lui offre en réalité son royaume. Bel acte de gratuité. Il y a une autre lecture symbolique de la ceinture, mais je te la dirai tout à l'heure. D'accord, en tout cas, il y va. La reine des Amazones est au courant et est prête à lui offrir son royaume, donc si j'entends ton propos. Héra est encore de la partie et fomente finalement une histoire pour que le peuple des Amazones puisse voler au secours de leur reine. Finalement, voyant cela, Hercule... Alors, le royaume, alors pour l'instant, dites-moi Bertrand Fessal, donc sont un royaume de femmes, mais qui se comportent comme des hommes. Donc une inversion des énergies. Hein? Ouais, c'est ça, oui, parce qu'on est pas tant dans un truc matriarcal que, en fait,
des énergies inversées, quoi, parce qu'ils ont un comportement très martial. C'est les filles de Mars, Ouais, les filles ouais. d'Arès. Donc, Hercule, finalement, va conquérir quelque chose qui est déjà prêt à être offert. Ouais, une sorte de quiproquo, quoi, en plus, quoi. Ah, totalement, ouais. C'est-à-dire qu'il aurait pu juste prendre la ceinture et se barrer sur son bateau. Non, pour le coup, là, il tue la reine, pensant que finalement cette dernière voulait se jouer de lui. Tue la reine, prend la ceinture, tue combien d'Amazones? 12. 12. 12. Et c'est le reste de son équipage qui tue le reste des Amazones. Et qui sonne la fin, en plus, de la civilisation Oui, amazone, quoi, oui, en plus, oui. la société amazone. Alors qu'est-ce que pourrait symboliser dans cette quête de soi et de l'énergie, du flux? Alors, l'autre symbolique de la ceinture, mais qui est attestée par les grandes déesses, Ishtar, etc., c'est la ceinture du zodiaque. D'où les 12 Amazones. Probablement en relation avec les 12 Amazones. Elle est d'or. Pourquoi elle est d'or? Parce que, en fait, c'est le trajet du Soleil dans la ceinture du zodiaque qui fait l'or de la ceinture. Et pourquoi un peuple de guerrières? Et je saisis pas finalement pour Hercule, dans cette histoire, d'avoir été, j'allais dire, finalement Héra abuse les Amazones, et non pas Hercule, mais Hercule, avec tous les travaux qu'il a fait précédemment, où justement on voit le jeu du mental, des illusions, etc., se laisse leurrer par une projection qu'il fait et tue la reine. La reine Hippolyté veut dire panique des chevaux. Ah, panique. Panique des chevaux. Ouais. Ouais, on en Aussi revient le côté justement. Pan aussi de ça dans la panique. Mm. Le dieu Pan qui est celui Mm. aussi du feu exalté, du feu de la matière. Oui, et on revient encore une fois sur les juments, Oui. sur cette expansion de conscience. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de très... j'ai l'impression d'être tout proche, pourtant c'est un flou total. J'ai différentes pièces comme ça, mais t'as beau à nous avoir dit des indices, notamment par rapport au signe astrologique et au parcours du soleil à travers les constellations. Est-ce qu'on on touche pas justement une histoire qui a trait au cycle, justement Parce que moi, ça me fait penser à ça, le zodiaque, c'est aussi, voilà, il y a des cycles, une harmonie en fait, dans ce qu'on parlait du souffle du vivant, du flux, il y a une harmonie du flux qui est là, quoi, et que peut-être... Alors, si on essaie de revenir simplement au cœur de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Hercule prend ce qui est donné et il se croit trahi alors qu'il est simplement aimé. Donc, bon, alors, d'une part, et on a ensuite l'image effectivement du zodiaque, donc des étoiles. Donc ce mythe nous invite à un changement de paradigme, à un changement de regard. Les Amazones, comme toujours dans les mythes comme dans les rêves, l'ensemble des personnages, c'est l'inconscient du héros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce grand guerrier qui a vaincu tant d'épreuves, tant de monstres et gagné tant de batailles, se trouve dans la panique lorsqu'il arrive dans une situation où quelque chose lui est donné alors qu'il est habitué à prendre. Donc la question qui se pose, c'est la question en réalité que posait un jour un intervieweur de la BBC à Einstein, qui lui demandait un jour, à votre avis, quelle est la question la plus importante aujourd'hui, dans les années 50, 60. Et Einstein aurait pu répondre, est-ce que la mécanique quantique est miscible dans la théorie de la relativité générale ou des questions scientifiques? En fait, il a répondu la chose suivante. Il a dit, la chose la plus importante à savoir aujourd'hui, c'est de savoir si l'univers est accueillant.
Car en effet, si l'univers est accueillant, il n'y a plus de raison d'être dans la compétitivité, d'être dans la violence, d'être dans la guerre, simplement parce que l'univers est fondamentalement bon dans son essence et va nous donner tout ce dont nous avons besoin en fonction de notre état de conscience. Et Hercule ne comprend pas ça, donc c'est ça le changement de paradigme. Passer d'une logique de la guerre à une logique de l'accueil. Mais c'est aussi réfléchir au fait qu'une pomme qui pousse sur un arbre est donnée et que l'univers nous donne en permanence ses fruits, sa nature, et que en réalité, c'est voir que l'ensemble de l'univers a contribué à faire que nous sommes ici maintenant aujourd'hui dans cette émission ce soir, ou que la pomme est sur l'étal du marché. Pourquoi l'ensemble de l'univers? Simplement parce que pour que la pomme existe, il a fallu du soleil, il a fallu de l'eau, de la pluie, de l'engrais, de la transmission des semences par les pollens, par les vents, des abeilles. Il a fallu aussi des changements biologiques pour qu'il y ait de l'humus, et il a fallu, si on remonte au Big Bang. Donc l'ensemble de l'univers a contribué à la création de chaque existant qui est au sein de l'univers. Donc l'univers est bon de ce point de vue. Donc c'est ça qu'Hercule ne comprend pas tout de suite. Et dès qu'il est dans une situation où on lui donne quelque chose, il rentre dans un sentiment de panique, qui est signifié dans le mythe par le nom d'Hippolyte, qui signifie panique des chevaux, et par la panique des Amazones, qui croient que Hercule va venir tuer leur reine. Et effectivement, chaque fois que nous sommes dans une situation de recevoir, il est infiniment plus difficile de recevoir sans arrière-pensée et sans sentiment de culpabilité, de redevoir quelque chose en échange, etc. Le don pur, la pure donation, il est infiniment plus difficile d'accepter une situation de recevoir que de prendre ou de donner. Et c'est ça la grosse mutation d'Hercule qui passe du champ terrestre au champ céleste, la ceinture zodiacale. C'est-à-dire comprendre que le monde, que l'univers est fondamentalement bon et que chaque mouvement au sein de l'univers contribue à la quête du héros et à nourrir ce dont il a besoin. Donc si on comprend cette logique-là, je veux dire, si on est dans ce regard-là, c'est un regard absolument révolutionnaire. Parce que, je veux dire, la compétitivité, la lutte pour la vie, le gaspillage, le gaspillage qui est lié aux peurs du manque, n'ont plus lieu d'être. Donc c'est évidemment un travail important, extrêmement difficile. C'est un échec pour Hercule, c'est-à-dire il tue ce féminin qui s'offre. Alors sur le plan psychologique, évidemment, ça renvoie aussi à la capacité du féminin de tout donner si on ne lui demande rien. Oui, mais c'est un féminin qui est guerrier. C'est un féminin qui est guerrier, c'est-à-dire qui n'est pas encore arrivé à la maturité, c'est-à-dire qui est l'image de l'inconscient d'Hercule, c'est-à-dire Hercule n'a pas encore accueilli complètement son féminin. Et donc du coup, c'est un féminin qui est encore dans une logique masculine de combat, de guerre, de violence. Ah oui, là, ça me paraît beaucoup plus clair, ce qu'il l'est encore moins maintenant. Du fait de cette explication, Luc, c'est sur le chemin du retour. Oui. Et du monstre et de cette femme qui est la fille de l'Asie, c'est ça? Son nom, qui m'échappe toujours, veut dire reine d'Asie. Or, les Amazones habitent l'Asie. Ont conquis l'Asie et elles habitent l'Asie. Donc, qu'est-ce qui fait Hercule? Le monstre marin, c'est le ventre de la mer, en réalité. Donc, en sauvant Ésione, Hercule va sauver la partie féminine de lui-même, ou le féminin, du ventre de la mer. On peut écrire mer comme on veut. C'est une sorte de rachat C'est une forme de rachat par rapport au fait d'avoir tué les reines d'Asie, qui sont les Amazones, justement. Donc ce mythe propose la rédemption du féminin en soi, et la qualité du féminin, c'est la confiance en la bonté de l'univers, c'est l'accueil. Et à chaque fois qu'on veut être dans un accueil authentique, on rencontre une panique profonde. Hercule, il pense qu'il va se laisser manipuler, que la reine l'a trompé, que les autres vont l'assaillir, etc. Donc c'est la rencontre avec la panique des chevaux, c'est-à-dire nos élans vitaux commencent à paniquer parce qu'on est structuré sur l'instinct animal de survie.
Et, 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 et on a un mal fou en tant qu'être humain à sortir de cet instinct animal d'autodéfense et de protection du territoire et de défense du système biologique, euh, euh, qui est naturel en même temps. Mais à cette étape-là du travail, ça devient un obstacle. Ouais, Belle histoire. mais c'est Oui, vrai, mais c'est une étape importante, quoi, je pense, et qui est souvent illustrée sur le sentier, justement, par les gens qui marchent, quoi, s'en remettre aussi à la Providence. Et absolument. beaucoup de gens, des fois, ne savent pas quand on est fatigué, on peut faire une sieste sous un arbre et on va pas se faire attaquer ou violer sous un pommier, toujours, quoi. Enfin, ça demande du lâcher-prise aussi. Et, ouais, ouais, c'est une question qui revient souvent, ou d'accepter la gourde tendue quand on a soif, à se dire, bah oui, en fait, on donne. Une fois, j'avais entendu ça. Il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner, en fait, quoi. Parce que pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de recevoir, quoi. Et l'un va pas sans l'autre. Donc, accepter ça, c'est aussi faire preuve d'humilité, quoi. Se dire, ouais, et puis poser un peu ses armes. Moi, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué quand même dans la nature, certes accueillante, mais nous, en tant qu'Occidentaux, parce que c'est moins marqué ce trait-là si on s'intéresse un peu aux peuples premiers ou aux peuples qui vivent dans des coins plus tropicaux, équatoriaux, où la nature, effectivement, est plus généreuse, quoi. Et c'est vrai que nous, on a quand même cet hiver qui est présent, quoi, dans l'hémisphère nord, et que bah, il y a quand même 4 mois de l'année où il n'y a rien qui pousse, et il y a la glace, et ça a peut-être forgé aussi un peu ce rapport-là. Au-delà de toute cette mémoire Oui, c'est cellulaire vrai. qui est en nous de la survie, quoi, parce C'est qu'on a vrai. passé quand même beaucoup de temps à être chassé, quoi, avant d'être chasseur. Donc on a toutes ces mémoires-là en nous à exorciser quelque part avant de s'en remettre à cette fameuse providence, quoi. C'est ce qu'on rejoint la phrase dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, quoi. Regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Ne pensez-vous pas que mon Père prendrait soin de vous comme l'un d'eux? Accepter que, bah oui, en fait, l'univers est accueillant, quoi. Moi, je Mm. pense, enfin, ça m'étonne pas qu'Einstein se Mm. posait cette question, parce que c'est vrai que c'est fondamental, quoi, dans le sens où notre rapport, surtout à nous occidentaux, c'est ce qu'on peut projeter sur le monde, quoi, à partir du moment où on se dit, bah oui, en fait, la nature est généreuse, enfin l'abondance, quoi, c'est ça, Dame abonde. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, quoi. Tu as été confronté, justement, Luc, sur cette notion de... à l'image de ce que traverse notre héros. Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Et à un moment de ma vie, je louais une maison troglodyte dans le Loir-et-Cher. Et j'ai voulu tester cette hypothèse, est-ce que l'univers est bon, effectivement? Et je me souviens, c'était un 2 janvier, je suis parti sur les routes avec mon sac à dos, j'ai quitté donc cette maison, et je suis allé marcher dans les, dans les calanques de Cassis. Il faisait un peu froid, mais bon, ça allait quand même. Et j'étais parti pour 6 mois, je suis resté 3 ans comme ça. C'est-à-dire, j'avais gardé quelques séminaires à Paris et ailleurs, et le reste du temps, bah, j'étais là où me menait le vent. Et des fois, je dormais dehors, des fois, j'étais chez des amis. Je suis pas mal allé en Inde aussi à cette époque-là. Et ce que j'en retiens, c'est vraiment une liberté incroyable. À tout moment, le fait de voilà d'aller à droite ou à gauche et de changer ben, les rencontres, les expériences qu'on va faire, etc. En faisant une totale confiance à ce qui vient et ce que l'univers propose. Alors maintenant, c'est aussi important de préciser que Hercule n'est pas symboliste, mais il a compris que euh, le monde extérieur est le reflet de ses plus intimes pensées. Ouais, c'est Donc, ça. C'est toujours l'idée donc, de ce travail qu'il a fait en voilà. amont, quoi. Donc l'univers est accueillant si on est centré dans l'espace du cœur, au moins un peu. Sinon, si on est centré dans la violence, dans la rancœur, l'univers est tellement bon qu'il nous apportera la violence et la rancœur. C'est-à-dire qu'il nous apporte exactement ce qu'on lui demande. Et dans le fait d'accepter de recevoir, c'est-à-dire que dès le moment où on est sur les routes, où Oui. tu expérimentes, il faut se mettre dans cette situation où tu es prêt à accueillir. Et être prêt à accueillir, c'est aussi être prêt à demander. Où il y a cette notion d'humilité. Non, oui, bah, non, enfin oui, oui, prêt à demander un hébergement, voilà. Ceci dit, je suis pas parti non plus comme le font certains ascètes en Inde, c'est-à-dire ils partent mais sans argent, ils partent vraiment avec rien. Là, j'avais quand même un peu de sous pour pouvoir prendre le train et voilà.
Donc le vrai dénuement, la vraie confiance en l'univers, ce serait comme a fait Chandraswami par exemple, de partir. Et lui, il avait fait le vœu de silence pendant 12 ans. Et il est parti, il est à un ashram dans le nord de l'Inde. Et il est parti comme ça sur les routes pendant 12 ans, en silence, sans aucun moyen financier, donc sans rien pouvoir demander. Et ça s'est quand même bien passé. Bon, ceci dit, la culture indienne est différente de la culture occidentale, donc c'est un peu différent. Mais je retiens, c'était vraiment une belle expérience. Donc, ça sous-entend, quand bien même il ne s'agit pas de faire des comparaisons, l'Inde et l'Europe soient différents dans leur culture, que si tu n'avais pas eu d'argent et que tu es erré, entre guillemets, 3 ans sur les routes, tu penses donc que en se mettant dans cet état de réceptivité, tu aurais pu trouver de quoi manger, et te nourrir, Honnêtement, te loger? j'aurais peut-être fait cette expérience en Inde, mais pas en France. Voilà. Et j'aurais pas osé la faire en France, parce que après, ce clochardisé, c'est une vraie panique en même temps. Et celle-là, je n'ai pas eu envie de la rencontrer. C'est un choix, ouais, aussi. Ben oui. Ouais, ouais. Sans pour autant en avoir peur. Oui, non, c'est une peur. Je pense que tomber à un certain niveau après, c'est la question de pouvoir revenir en arrière. On ne sait pas. On sait pas. Donc, franchement, non, j'ai pas eu envie d'affronter cette expérience. Mais je pense que c'est lié à Mais une peut-être peur. pas la nécessité, Peut-être pas la c'est ça nécessité aussi. non plus, Pourquoi non. vouloir aller Pourquoi jusqu'à des absolument. Les extrêmes, extrêmes, hein, c'est Oui, ça. oui, Est-ce qu'on a absolument, besoin de se confronter absolument. toujours aux Non, extrêmes? non, pas forcément, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe. À partir de là, déjà, si tu t'affranchis de certaines peurs, enfin, le chemin du pèlerinage, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est des expériences qui sont intéressantes, parce que c'est des expériences d'équilibre un petit peu. On n'est pas obligé, comme tu dis, de se clochardiser. Le pèlerin n'est pas un clochard. Quelque part, il a une destination, il a un but. Bon. euh, Moi, j'ai la phrase de Bernard Lavillier qui chantait une chanson et qui disait tout s'arrange toujours, même mal, quoi. Des fois, ça me revient parce qu'effectivement, enfin, c'est ce que tu découvres sur le sentier, quoi. Bon, bah, des fois, tu sais pas où dormir, mais c'est pas non plus la pleine mer, hein. Au pire, voilà, tu t'arrêtes sous un arbre ou trouver un presbytère où il y a toujours moyen de s'arranger quand même, quoi. Après, bon, voilà, je suis en équilibre. C'est vrai que certaines personnes veulent faire le pèlerinage, ils sans sous, quoi, sans argent, ils brûlent leur carte bleue. Après, il y a une forme, voilà, peut-être même d'hypocrisie par rapport à notre société. Enfin, à quoi bon vouloir se clochardiser quand on n'est pas clochard, quoi. On est comme on est, avec nos richesses, et puis il y a toujours moyen aussi de. Enfin, c'est vrai que c'est plus facile à faire en Inde, quoi, ou dans des Oui, parce que le contexte social, c'est peut-être contextes plus. sociaux, la nature est pas pareil. Je sais que voilà, faire ça, traverser l'Aubrac, voilà, faut pas être non plus tête brûlée. On a vu le film Into the Wild, quoi. C'est un peu Ah, mais l'extrême, quoi, c'est ça. justement, où le gars Exactement. part en Ouais, pleine tout à fait. dans un truc extrême et puis il se fait avoir, quoi, parce Très que bonne référence. voilà. Et donc, l'objectif, c'est de tester la bonté de l'univers, c'est pas de défier la Ouais, mort. c'est pas de Voilà. défi, non plus le défi, quoi. C'est parce que on flirte avec ça. Après, il y a pas mal de gens qui sont dans. Besoin de se prouver certaines choses aussi, de voir à quel point on est endurant. Et... Hmm. Ouais. Nous arrivons au troupeau de Gérion. Ah, Hercule, dans ses pérégrinations. l'antépénultième travail. Avant-dernier travail. J'aime bien défendre les mots rares. Oui, c'est un beau travail, ça, parce que Hercule est chargé par Eurysthée d'aller. Je voulais juste préciser aussi par rapport à la ceinture des Amazones que c'est aussi un travail qui se fait dans le couple. Hein. Et donc, parce que confiance est évidemment la clé du système dans le don et le recevoir. Donc, on a le couple, en fait, Héraclès et Hippolyte. Et donc, ce lieu de panique aussi peut se rencontrer dans le couple. On n'est pas obligé de partir sur les routes. Voilà, je voulais juste préciser ça. Le troupeau de Gérion. Le troupeau de Gérion. Alors, Gérion habite sur une île extrême occidentale, en fait, située au large de l'Espagne, au large des colonnes de Gibraltar, du détroit de Gibraltar. Et sur cette île, au-delà du grand océan, nous dit le texte, paît un troupeau magnifique, pourpre, euh, qui est gardé par Gérion et par Eurytion, qui est En fait, Eurytion, c'est le bouvier, c'est le gardien du troupeau, et Gérion, c'est le propriétaire du troupeau.
Et Hercule a pour tâche d'aller chercher le troupeau, de le ramener. Travail relativement simple, mais qui va durer très longtemps. Alors c'est le retour ici qui va durer longtemps. C'est-à-dire Hercule, il traverse la Gaule, il traverse les Pyrénées, il arrive au détroit de Gibraltar, et là il érige 2 colonnes, ce qui deviendra plus tard les fameuses colonnes d'Hercule. Et pour séparer, nous dit le texte, une colonne en Afrique, une colonne en Europe, euh, qui sont capables soit de fermer, soit d'élargir le détroit de Gibraltar pour éviter que les monstres marins n'entrent dans la Méditerranée. La Méditerranée qui est la mer du milieu des terres, littéralement. Dans le bassin du milieu des terres. Et donc il érige ces colonnes. Et pour arriver à la fameuse île de Gérion, alors là, il y a un gros progrès dans le mythe, on va le voir, puisque il invoque Hélios, il invoque Apollon, il invoque le soleil. Et le soleil, pour traverser l'océan, et le soleil lui dit, écoute, je vais te prêter ma barque, qui est un lotus d'or, tu vas monter dedans, et pour traverser l'océan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition mythologique, le soleil était tiré le jour par des chevaux et il se couchait en Occident la nuit. Et le soir et la nuit, il montait dans sa barque et il remontait jusqu'à l'est pour se lever à nouveau et être tiré par des chevaux le jour. Donc il donne son lotus d'or, il prête son lotus d'or à Hercule, qui monte dedans, et puis une fois qu'il est dedans, qu'il commence à naviguer un peu, l'océan se met à avoir de gros remous, à trembler, à avoir, bref, une tempête arrive, est sur le point de se produire. Hercule se lève, il bande son arc, il met une flèche, et il dit à Océan, écoute, calme-toi, tu fais trop de bruit, tu m'empêches de naviguer tranquillement. Océan, raplapla, merdule. Il continue son voyage. Il arrive à l'île de Gérion. Lorsqu'il met le pied à terre, un chien orthros, un chien à 2 têtes, arrive. Comme à son habitude, il l'assomme, il s'en débarrasse vivement. Il le tue pas, hein. Je crois qu'il le tue. Et ensuite, Eurytion, le gardien du troupeau, arrive, le bouvier, qui est un homme normal, il le tue. Et ensuite, Gérion, qui est considéré comme l'homme le plus fort de la Terre. Alors Gérion, c'est un personnage un peu spécial, puisqu'il a en fait 3 bustes reliés par la taille. C'est-à-dire, il a 2 jambes, mais il a 6 bras et 3 têtes. 3 têtes. D'accord. Et donc Hercule, quand il voit Gérion arriver, cet homme incroyablement fort, il tire une flèche et d'un coup, d'un seul, la flèche transperce les 3 corps et les réunit, et Gérion meurt. Hercule prend le troupeau de vaches pourpres de Gérion, le ramène sur le continent dans la barque d'or du soleil, et à ce moment-là, il va y avoir tout un périple qui va durer très longtemps. Il va s'égarer du côté de la Sicile, remonter jusqu'à la Grèce, traverser les Pyrénées, traverser la Gaule, etc. Et en chemin, des vaches du troupeau vont s'égayer avec les taureaux locaux, si je puis dire, et former de nombreuses descendances. Sur ce chemin du retour, il y a 3 événements majeurs. Lorsqu'il arrive dans les Pyrénées, il rencontre une jeune femme. Lorsqu'il arrive dans les montagnes qui séparent l'Hispanie de la Gaule, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Pyrénée et il a une relation amoureuse. Il devient ivre, en réalité il boit trop, il a une relation sexuelle amoureuse avec elle et un peu plus tard celle-ci va donner naissance à un serpent. Pyrénée va être tellement effrayée de sa progéniture qu'elle va s'enfuir dans les montagnes qui prendront son nom. Je ne le savais pas, tu vois. Oui, c'est une belle histoire. Et donc Hercule va continuer son voyage, il va arriver en Gaule, à la capitale des Gaules, et il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Galatée, avoir une relation amoureuse bien sûr avec elle, et
la descendance formera le peuple des Gaulois. Ah oui, Galles, La, Gaule, la bien sûr. descendante de Galatée et d'Hercule, donc c'est en fait les Gaulois. Et enfin, lorsqu'il arrivera en Sicile, il aura une troisième aventure amoureuse qui est un peu plus délicate. Euh, Quelqu'un lui a volé des vaches, les vaches pourpres. Et il passe près d'une grotte et il entend une voix féminine qui lui dit: Si tu viens faire l'amour avec moi, je te rendrai les vaches. Oh, Hercule, ça ne l'effraie pas une seule seconde. Il rentre dans la grotte et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit Echidna. Echidna, c'est la mère de tous les monstres. C'est une femme à buste humain et à queue de. Enfin, sous la ceinture, c'est Un un serpent. poisson. Un C'est poisson. un serpent, pardon. C'est un serpent. Ça ne l'arrête pas. Il passe une nuit d'amour avec Echidna et ses enfants deviendront plus tard, seront les descendants, ce sera la tribu des Scythes, qui est une tribu historique. On va rentrer dans le temps historique après. Les sites. Tribu S-C-Y-T-H-E-S. S-C-Y-T-H-E-S. Y-T-H-E-S. Donc voilà. Et après, donc il va enfin pouvoir rentrer chez lui. Donc c'est une histoire assez longue, mais qui est très belle quand on en comprend un peu le sens. Bon, encore des vaches dans l'affaire. Alors les vaches, c'est le vaches, potentiel de création. Du sexe, Des vaches du sexe. de la marche, funky, funky Hercule. Et pour le coup, là, donc la Grèce, l'Italie, la Sicile, on part dans la Grande Mer, Les colonnes d'Hercule. les colonnes d'Hercule. Et Oui, le nom de l'île, c'est Erythréia, qui veut dire la rougeoyante. Ah, l'Érythrée. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, mais j'y pense Oui, forcément. absolument. Ouais. Oui. Erythréia, la rougeoyante. Ah oui, les colonnes d'Hercule en même temps. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y Il a est beaucoup très de très riche. choses. Hein. Ouais. Alors c'est étonnant que Hercule tue tout ce qui trouve sur son passage, en tout cas à l'aller. Alors, l'idée, c'est toujours revenir au cœur du mythe, c'est-à-dire l'île d'Erythréia où le troupeau de vaches pourpres de Gérion. Pourpre, pas Donc, rouge, pourpre. en extrême occident. Ouais, extrême Occident. Donc, Occident, c'est le lieu de la. C'est au-delà du grand océan. Donc, on est au-delà du monde civilisé, on est au-delà des terres connues. On rentre en réalité dans le monde du mystère. Euh, La rougeoyante, c'est-à-dire lorsque le soleil se couche, c'est la couleur du soleil couchant. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le royaume. Alors, après, il faut réfléchir au sens des points cardinaux. Euh, donc, on a l'Est qui est le lieu de la naissance du soleil, c'est-à-dire la naissance du sens. La naissance au sens. Orient, orienté, orientation. Donc, l'Est a toujours donné le sens, la direction. Je veux dire, aller vers l'Est, lorsque au moment de la révolution hippie, par exemple, cette quête de sens s'est manifestée par une quête de l'Orient. Le Sud, c'est le. J'en parlerai tout à l'heure avec le travail suivant, mais c'est le monde des passions. Le Nord, c'est le monde de la raison, et l'Ouest, c'est le monde de l'accomplissement. Donc, lorsqu'Hercule va à l'Ouest, il va accomplir les limites de ce qu'un être humain peut accomplir. C'est le 10e travail. Il y en aura 2 autres, mais on verra, ils sont spéciaux. Et c'est quoi les limites de ce qu'un être humain peut accomplir? C'est aller chercher les vaches pourpres de Gérion. Gérion veut dire chanteur, mais chanteur au sens du sacré, c'est-à-dire c'est celui qui chante les chants sacrés. Les vaches, c'est la puissance de création, pourpre du sacré, justement. Puisque le pourpre, c'est la couleur des empereurs et c'est la couleur des évêques. Donc et les empereurs étaient, en tout cas à l'époque des Césars, étaient divinisés, étaient considérés après leur mort comme des êtres divins. Donc que fait Hercule ici? Il devient prophète, c'est-à-dire il a cette capacité d'aller chercher au-delà de l'océan, c'est-à-dire du monde connu,
euh, un potentiel de création qui est de l'ordre du sacré, qu'il va ramener sur le continent et faire partager, et partager avec les différents peuples. Donc là, il contacte le monde du sens et il apporte quelque part la bonne nouvelle à tous les peuples de la Terre. Il sème, Il dans tous les sème, sens du terme. exactement, exactement. Donc la question que va poser le mythe, c'est comment devenir prophète. Alors, une des réponses, c'est d'avoir fait les 9 premiers travaux. Et l'autre réponse, c'est d'aller jusqu'à l'île de Gérion et de revenir. Alors, comment il a fait? Il est arrivé au détroit de Gibraltar, il a posé les colonnes d'Hercule. Autrement dit, il a relié Le nord et le sud. le continent blanc avec le continent noir. Il a relié le blanc et le noir. Autrement dit, il a relié les contraires. Ces contraires que Augias n'avait pas su relier avec ses vaches à pattes blanches et à corps noir. Donc la première condition pour aller vers le monde des êtres réalisés, vers les îles des immortels, c'est l'équivalent des îles des immortels en Chine, hein, de la tradition chinoise, c'est d'être capable de réunir les contraires pour pouvoir ou non laisser passer les forces signifiantes, les grosses bêtes qui viennent de l'océan et qui vont rentrer dans le bassin qui est au milieu des terres, c'est-à-dire le centre de soi-même, le bassin du corps. Donc, cette capacité d'harmoniser et de relier les contraires. La deuxième chose, c'est qu'il se place dans la conscience du soi, puisque le soleil lui donne sa barque d'or. Il est guidé, il est dans le flux. Non seulement il est dans le flux, mais il est confortablement assis dans la présence à la présence du cœur. La troisième chose, c'est qu'il est capable de commander à l'océan, qui commence à soulever une tempête et à vouloir le bousculer un peu. Donc là, il a acquis suffisamment de puissance intérieure et de rayonnement pour ne plus se laisser embarquer par les grands courants de l'inconscient collectif qui cherchent en permanence à nous maltraiter et à nous manipuler. Donc ça, c'est la troisième condition. Et enfin, il va arriver sur l'île des bienheureux, sur l'île de la réalisation, enfin sur là où gisent les semences du futur, qui sont les vaches pourpres de Gérion. Il n'a pas fini son job, il va tuer Orthros. Orthros qui est un chien à 2 têtes, donc il va tuer le gardien à 2 têtes. En résonance avec les colonnes d'Hercule, tuer le gardien à 2 têtes, c'est se débarrasser de la dualité. Donc c'est se débarrasser définitivement de ce gardien qui est lié à la comparaison, qui est lié à la préférence, qui est lié au fait d'être dans une dimension de jugement, etc. Ensuite, il va tuer un homme qui est le berger Eurytion, et enfin, il va tuer Gérion. Alors l'homme, on y reviendra, mais c'est un rôle humain. Et Gérion, en fait, il a 3 corps qui se relient à la taille, mais qui sont quand même des corps séparés. Pourquoi c'est l'homme le plus fort de la Terre? Parce qu'il a réuni en lui-même les 3 tiers de lui-même. Il est entier. Être entier, c'est être entière. C'est avoir réuni les 3 tiers de soi-même, physique, émotionnel, mental, sur le plan psychologique, mais aussi le monde de l'inconscient, le monde ordinaire et le monde du surconscient quand on est dans une quête métaphysique. D'une flèche bien lancée, il va réunir ces 3 corps. Donc il réunit les 3 mondes. Il prouve sa capacité d'être libre de les 3 mondes. Le surconscient, le monde ordinaire et le monde inconscient. Pourquoi il prouve sa capacité à être libre dans les 3 mondes? Simplement parce qu'il va réitérer ça dans son retour, dans le chemin du retour, puisqu'il va vivre avec 3 personnages. Pyrénées, qui est l'ivresse des cimes, donc qui est la manifestation du surconscient. C'est une montagne. Et le serpent dont elle accouche. La force vitale qui émane d'un contact avec l'ivresse, il est ivre en plus, Hercule. Donc c'est la force vitale qui produit du contact avec le surconscient qui produit l'ivresse. La joie. On peut parler de la joie. On peut parler de la joie. En tout cas, c'est le contact avec l'énergie pure, le serpent.
La Vouivre dont on parlait tout à La- l'heure, oui, mais la vivre est tellurique. Là, oui, c'est les énergies cosmiques, en fait. cosmique. Pyrénées veut dire reine du feu. Donc on est vraiment dans les énergies Ça, du... c'est Mhm. intéressant. Et donc, premier contact avec le sublime, fécondation avec le sublime, contact direct avec le sublime. La deuxième femme qu'il va rencontrer, c'est Galatée, donc, qui est une femme ordinaire. Donc, dans le monde ordinaire, il va donner naissance aux Gaulois. Et la troisième femme qu'il va rencontrer, c'est Echidna, la mère de tous les monstres. Donc, son noyau de peur, son noyau psychotique, c'est-à-dire celle qui a généré tous les monstres qu'il a rencontrés et combattus jusqu'à présent. Donc, vraiment, qu'on peut identifier au noyau Le noyau, psychotique. ouais. Qui est dans la grotte, qui est dans le lieu de l'obscurité, qui est dans le lieu de la matrice de la Terre en même temps. Il couche Donc, il avec elle. couche avec elle. Il aime profondément et immensément son ombre, c'est-à-dire son lieu de plus grande terreur. Donc Hercule, pour conquérir, enfin pour devenir prophète, c'est-à-dire pour pouvoir redistribuer les bœufs pourpres de Gérion au monde, il en est capable parce qu'il a su vivre l'extase dans la cime comme dans l'abîme, et tout en étant, restant en contact avec le monde ordinaire. Donc c'est une belle histoire. Super, super belle histoire. Et en même temps, de savoir que les Gaulois sont issus, je ne savais même pas, de l'union De de- Galatée, d'Hercule, oui. d'Hercule. Oui, oui. On doit beaucoup à lui, hein, finalement. La Comme France, quoi, la France a une origine mythologique, bien sûr. très très belle histoire. Alors là, pour le coup, on quitte le monde des hommes hein, avec le troupeau de Gérion. Donc là, La première, c'est le maximum de ce qu'un être humain peut accomplir. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes grecs qui le disent. Et après, on va avoir deux autres travaux qui vont se passer sous terre et au ciel, donc qui sont vraiment de l'ordre de l'au-delà de l'humain. avec les fameuses pommes d'or du jardin des Hespérides. Oui, et le Cerbère, la capture du Cerbère. Donc les pommes sont situées en fait dans le monde des étoiles et le Cerbère se situe dans le monde des ombres, parce que c'est le gardien du royaume des morts. Pas des enfers, hein, du royaume des morts. Non, alors là encore, il faut faire attention. On a souvent les traductions, le monde des enfers, pour désigner l'Hadès ou le Tartare, mais d'une part, l'Hadès et le Tartare, c'est deux choses différentes. Mais les enfers, les Grecs ne connaissaient pas les enfers. Un apport du monde judéo-chrétien, l'enfer. En fait, lorsque les hommes mouraient, dans la tradition de la Grèce antique au moins, en tout cas avant l'orphisme, enfin, jusqu'au VIe siècle avant notre ère, quelles qu'aient été nos actions dans ce monde, qu'elles aient été bonnes, mauvaises, terribles ou pas terribles, ou extraordinaires, l'âme allait dans le monde de l'Hadès, dans le monde du dessous, dans le monde des ombres. Et après, évidemment, il revenait, mais c'est ce monde. Pluton veut dire le riche. Alors, riche en quoi? Peut-être en âme, du coup. Voilà. Et Hadès veut dire invisible, donc c'est évidemment tout ce qui est du domaine du cachet, qui est sous terre. Donc les deux dernières explorations, les pommes et le Cerbère, concernent la visite du sublime avec les pommes et la visite du monde du dessous avec le Cerbère, deux mondes qu'il a commencé à côtoyer dans le travail précédent, comme on vient de le voir. Alors, je vais vous raconter les pommes, qui est un travail un petit peu long également. Donc Hercule part à la recherche des pommes d'or des Hespérides. Hespéride, Hespérus, c'est le soir, hein, donc elles sont en principe situées en Occident, en extrême Occident. Mais Hercule n'est pas linguiste, donc il ne sait pas où sont les pommes. Et il erre longtemps et il commence par se diriger vers l'est. Là, il rencontre un personnage qui s'appelle Protée. Protée qui a donné protéine, protéiforme dans le langage courant. Et c'est un devin, Protée. On l'appelle aussi le vieillard de la mer. Et
Hercule demande à Prothée, mais où sont donc les pommes d'or des Hespérides? Et Prothée lui dit, écoute, derrière toi, retourne-toi, va vers l'ouest. Et il va vers l'ouest, et à un moment, pour une raison inconnue, il se dirige soudainement vers le sud. Donc il descend vers la Libye, en fait. Il traverse l'Espagne, il descend vers la Libye. Et là, il rencontre un autre personnage qui s'appelle Busiris. Avant, il rencontre un autre personnage qui s'appelle Anté. Euh, et il entre en combat singulier avec Anté. Alors, Hercule enlève sa peau de lion. Anté enlève son vêtement. Il s'asperge de sable doré chaud, euh, qui est produit par la terre-mère, alors que Hercule, lui, s'enduit d'huile à l'image des lutteurs des Jeux Olympiques. Et donc on a deux géants qui sont en train de se battre entre eux, l'un enduit de sable chaud et l'autre enduit d'huile. C'est des détails importants, bien sûr. Et Anté a cette particularité que dès qu'il retouche le sol, ses muscles se regonflent parce qu'il est vraiment en contact avec la terre-mère. Alors Hercule, évidemment, comme dans tout bon suspense, il commence par perdre la bataille parce que Anté, dès qu'il met Anté par terre, eh ben, Hercule, il reprend des forces et il réattaque le héros. Hercule réfléchit et il trouve la solution. Il prend son adversaire, il le porte en haut dans le ciel et il le maintient là. Et il finit par dépérir et à perdre toutes ses forces. Il gagne la bataille. Et ensuite, il continue son chemin et vers l'Égypte et il rencontre Busiris, qui est un pharaon à l'époque. Depuis 7 ans, règne la famine en Égypte et Busiris, le pharaon, avait demandé un devin grec qui s'appelle Acrisios comment sortir de cette famine. Alors le devin grec lui avait dit, écoute, la seule solution, c'est qu'à chaque fois qu'un étranger arrive sur ton territoire, tu l'offres aux dieux. Le premier étranger qui arrive, tu l'offres aux dieux. Alors Busiris, il a tout de suite offert aux dieux Acrisios, son premier étranger sur son territoire. Et puis maintenant, c'est Hercule qui arrive. Contrairement à toute attente, Hercule se laisse prendre, il se laisse enchaîner, entraîné par les prêtres de Busiris. Il se laisse étendre sur l'autel et c'est juste au moment où le bourreau commence à lever sa hache que Hercule commence à réagir, il se libère de ses liens, il tue Busiris, il tue le bourreau évidemment et il reprend sa liberté. Tout ça, ça se passe au sud. Ensuite, Hercule se dirige vers l'est à nouveau. Et là, il arrive, en passant donc par derrière, plein est, il arrive au Caucase, là où est enchaîné Prométhée. Il va libérer Prométhée de ses chaînes. Et dans la foulée, il pose une nouvelle question à Prométhée. Comment est-ce que je vais pouvoir cueillir les pommes d'or des Hespérides? Il savait où, mais il ne savait pas comment. Prométhée lui explique. Et donc Hercule repart vers l'ouest cette fois-ci. Il arrive au fameux jardin des Hespérides. Alors c'est un jardin où poussent des pommiers d'or, enfin des pommiers qui donnent des fruits d'or, et qui sont gardés par un dragon qui s'appelle Ladon. Et ce dragon possède 100 têtes et il est enroulé autour de l'arbre où poussent les pommes. Et on a le gardien du jardin qui s'appelle Atlas, Atlas qui porte le ciel sur sa tête. Donc Hercule va voir Atlas et lui dit, écoute mon pote, je veux bien te soulager un instant de ta tâche de porter le ciel sur ta tête. Pendant ce temps-là, est-ce que tu pourrais aller me cueillir quelques pommes de ton jardin? Atlas dit oui, pas de problème, il va cueillir les pommes. Et puis quand il revient vers Hercule, tout ça, Prométhée lui avait raconté, évidemment. Lorsqu'il revient vers Hercule, Atlas lui dit, bah écoute, c'est sympa de porter le ciel sur ta tête à ma place, je vais aller rendre les pommes à Eurysthène. Hercule, qui s'attendait à ce genre de choses, ne bronche pas,
Il dit juste à Atlas, bon, d'accord, mais est-ce que tu pourrais, c'est un peu lourd, est-ce que tu pourrais mettre un coussin sur ma tête? Ce serait quand même plus facile de porter le ciel. Alors il redonne le ciel à Atlas, puis évidemment après il se carapate. Et les choses rentrent dans l'ordre. Il ramène les pommes à Eurysthée, et Eurysthée les remet dans le jardin des Hespérides. Voilà ce long travail. Il dort pas beaucoup, Hercule, hein. Non, il Il dort bosse, pas il bosse beaucoup. toute la nuit. Oui, c'est énorme là pour le coup, ce travail-là, et il y en a 10 de fait en un, là. Voilà. Alors comment se planter de direction, lui qui Alors, déjà est allé, on va dire, à l'extrême de l'Occident avec le troupeau de Gérion, là il fait carrément l'inverse, il va vers l'Est. simplement, il revisite les 4 directions. C'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il revisite les 4 directions, il pose 2 questions, où et comment, et ensuite seulement il va avoir l'autorisation de prendre les pommes. Donc il faut vérifier un certain nombre de choses. Euh, alors c'est quoi les pommes? Bon, on verra tout à l'heure parce que ça demande comment dirais-je, des considérations astronomiques pour comprendre le sens des pommes. Bah, ouais. En tout cas, de ce que ça peut m'évoquer, Oui, quand tu l'as mentionné, je pensais à l'île d'Avalon. oui, bien sûr. Enfin, oui, Enfin, oui, vas-y. l'île d'Avalon, les pommes avec le fruit de la connaissance, ou les fruits de Oui, la connaissance. oui. Le serpent, oui, bah, le serpent, alors il a 100 têtes, Oui, mais ça a des vieilles, le jardin d'Adam, hein. des vieilles réminiscences Oui, bibliques, oui, hein, bien oui, sûr. hein, le jardin d'Éden. Atlas. Alors l'Atlas, justement, c'est l'os qui, le premier, supporte le crâne, notre crâne. Oui, très juste. Donc bon, je fais pas forcément le lien, mais même si je sais que finalement Atlas en lui-même porte le ciel à Ah, cet endroit-là. c'est exactement ça, c'est-à-dire l'Atlas porte la voûte crânienne, qui est la voûte céleste. Ah, bien vu, ouais, bien sûr. Pourquoi faire Il compliqué y a quand on peut faire l'Atlas et simple? l'Axis, hein. Ouais. Donc c'est parce qu'on est dans notre axe, dans notre axis, qu'on peut porter la voûte crânienne, la voûte céleste. Dans cette histoire, c'est plus le voyage au sud qui m'a marqué. Oui, En dehors du nord où il rencontre Prométhée. Donc en Libye d'abord, en Égypte après. En Libye où il se bat, alors lui enduit. Alors il est Ante. oint, pour le coup, hein, il est oint, Hercule. Oui, Et il se bat contre, j'ai oublié son nom, mais qui lui s'enduit de sable. oui. Alors je sais pas pourquoi je pense au verre. Parce que le sable, ça me fait penser, oui, enfin c'est un des éléments composants du verre, donc la Oui. transparence, Mm. la chaleur, parce que le sud, et puis comme tu le disais tout à l'heure, le sud c'est les passions, hein, c'est ça? Le sud, c'est le monde des passions et des rythmes. Et des rythmes, Mhm. passions et des rythmes. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'affrontent et il doit le maintenir en l'air? Parce qu'à chaque fois qu'il touche la terre, ses muscles regonflent. Alors on peut dire que même il reste comme ça potentiellement indéfiniment pour que son adversaire meure. C'est un travail de titan pour le coup, hein, ce qu'il accomplit durant ce travail. Alors bon, là je vois pas. Après l'Égypte, de se laisser faire quelque part. Alors pourquoi l'Égypte? Parce que l'Afrique est grande, Oui, c'est pas, pas tant je suis pas sûr important. que la Libye et l'Égypte soient significatifs. Mm. Mais en tout cas, il a un rapport avec un prêtre Oui, pour la première absolument. fois de son histoire. Oui. Euh, alors, prêt à être euh, sacrifié, mais d'un moment, je sais pas, il sort de cette léthargie, en admettant que ce soit une léthargie, ou peut-être que c'était volontaire, je ne sais pas. Où il tue le bourreau et il tue le prêtre. Il repart dans le Caucase, il rencontre donc Prométhée, qui lui dit comment faire par rapport à Atlas. Et il va enfin à l'ouest. Il y a beaucoup d'éléments là, hein. Je te laisse le soin, tu vois rien, Bertrand, qui pourrait te...
Bah, beaucoup de choses, ouais, après. Je pense que ce sera plus clair si c'est toi qui nous explique, Luc, comment synthétiser tout ça, quoi, en fait. Moi, c'est vrai que les pommes, ouais, il y a un truc côté avec les étoiles, la voûte Mm, céleste, mm, mm, donc le monde d'en haut, hein, surtout tu dis après, mm. c'est le monde d'en bas, C'est l'arbre de la connaissance, même de la tradition chamanique, et dans le monde supérieur, le monde d'en haut. ouais, ouais, on retrouve ça, le gardien de l'échelle, après, il y a tout, euh, Qui le rencontre déjà à l'est? Prométhée. À l'est? C'est pas Oui. au nord qu'il rencontre Prométhée? Il va pas au nord, en fait. Il va pas au nord, sauf que le mythe maintient une ambivalence. On ne sait pas si le jardin des Hespérides est au nord ou à l'ouest. Mais il ne se dirige pas vers le nord. Alors le premier voyage, c'est Donc le à l'est, il rencontre d'abord Protée. Protée, c'est Protée, voilà. Qui veut dire, rappelle-nous? Euh, Protée veut dire le premier homme, mais Premier on homme. l'appelle aussi le vieillard de la mer. Donc c'est un personnage un peu complexe, mais disons que c'est un devin qui répond aux questions qu'on lui pose. Et si on lui pose pas de questions, il répond pas. Oui, en tout cas, il lui dit retourne-toi. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de retourne-toi, ça me fait penser au sanglier. Au sanglier d'Erimante, Mm, dans son dos. mm, mm. Retourne-toi, ça veut dire va vers ton futur. Et on va vers ton futur, exactement, ouais. Bah là, je te laisse le soin de développer ça parce que c'est énorme hein, quand même. Alors, il va chercher les pommes d'or. Donc on peut se poser la question, c'est quoi ces fameuses pommes d'or? Puis après, on va voir le moyen pour y arriver. Euh, Atlas va lui donner 3 pommes d'or. Enfin, les filles d'Atlas, les Hespérides, vont lui donner 3 pommes d'or. Alors, les auteurs grecs nous disent que les pommes, ce sont les étoiles. Or, étoile vient du grec Esther qui a donné être. Étoile et être, c'est la même racine étymologique. Donc, quel type d'être il va cueillir en se recueillant, c'est-à-dire en prenant la position d'Atlas, c'est-à-dire en portant le ciel sur sa tête, c'est-à-dire en étant dans cette position de verticalité où il est capable de recevoir les énergies du ciel et de les communiquer, de les mettre en relation avec les énergies telluriques. Atlas, c'est la chaîne de l'Atlas euh, au Maroc, hein, donc puisqu'Atlas sera transformé en chaîne de montagnes plus tard. Or, les montagnes tutoient le ciel, c'est-à-dire c'est le lieu de plus haute euh, énergie tellurique qui communique avec les énergies cosmiques. Donc, Hercule doit être dans cette posture intérieure où la communication est déjà établie en lui entre les énergies du ciel et les énergies de la terre, pour pouvoir recevoir les pommes que les filles d'Atlas vont lui donner ensuite. Alors, il y a une autre chose à faire pour cueillir les pommes, c'est tuer le serpent au sans-tête, ce qu'il va faire en lançant une flèche par-dessus le mur. Le serpent ladon a 100 têtes qui poussent des cris différents. Donc en fait, c'est le Babil du monde. Autrement dit, c'est la naissance des langues qui, dans un autre langage, a donné précisément la tour de Babel, qui est la tour du Babil en fait. Donc, pour cueillir les pommes, il est important d'entrer dans le silence, c'est-à-dire de sortir du babil, du bavardage, de faire taire ce serpent qui ne cesse de parler. Donc, première condition, se mettre dans la posture verticale d'Atlas, relier la terre et le ciel. Deuxième condition, entrer dans le silence du mental, mais pas le silence de la pensée, pour être plus précis. Donc dans ce grand vide qui fait que, en même temps, c'est un plein qui peut se révéler. Alors maintenant, si on aborde le symbolisme de la pomme elle-même, on peut le prendre simplement pour rester simple dans le champ du langage, l'étymologie. Il y a 3 sens à la pomme.
euh, euh, le champ de la conscience, ma pomme c'est moi, et tomber dans les pommes, c'est perdre la conscience. Donc on a la dualité, conscience, perte de conscience. Il y a le champ bien sûr de la connaissance, c'est le jardin d'Éden, c'est les pommes qui sont pourvoyeuses d'intuition sur le monde du sens. Et il y a le sens d'immortalité, puisque par exemple la Freya germanique était immortelle du fait de la possession de ces pommes, ou encore on le retrouve dans les contes, la pomme empoisonnée du conte, qui donne la mort, qui est supposée donner la mort à la princesse, etc. Donc les trois sens de la pomme, c'est pure conscience. Elles sont d'or, donc on va prendre le sens positif, le sens lumière, forcément. Donc pure conscience, pure, euh, pure connaissance et pure existence. Donc, au fond, le contact avec les trois pommes, le fait de recevoir les trois pommes, c'est entrer dans la conscience sans cause. Pure, ça veut dire sans cause. Dans la conscience sans cause, contacter la vie pure, c'est l'immortalité, et contacter la connaissance pure, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la présence à la béatitude, puisque la pomme est l'emblème de Vénus en fait. Donc pure conscience, pure existence, pure vie et pure béatitude, c'est en fait Satchitananda, c'est-à-dire les trois caractéristiques de la réalisation yogique. Et c'est le summum de la réalisation spirituelle ici cette fois-ci. C'est l'état de sainteté et de réalisation. Donc c'est à ça qu'est convié Hercule. Et pour y arriver, il doit revisiter les 4 points cardinaux, à savoir retourner vers l'Est, interroger Protée, est-ce que le sens qui m'habite est le vrai sens? Descendre au sud, le sud c'est le lieu des passions, donc c'est le lieu où on est enchaîné. Et il va vérifier qu'il n'est plus enchaîné à hanter. Alors c'est une belle image parce qu'on a un géant qui est Hercule, qui est oint de l'huile d'amour, de l'huile de l'onction, et un autre géant qui est on va dire, vitalisé par les énergies telluriques, le sable d'or. Et donc Hercule doit montrer qu'il n'est plus lié à la terre-mère dans ce combat, puisqu'il met le géant hors circuit. Donc il n'est plus lié à toutes les... il n'est plus lié à l'animisme, on peut le formuler comme ça. C'est-à-dire tous les systèmes animiques, il est suffisamment solarisé, il est suffisamment dans la conscience du soi pour ne plus être dans la fascination pour les expériences animiques, c'est-à-dire de conscience, d'exploration des différents règnes de la nature. Et enfin, il va rencontrer Busiris et ses prêtres, qui est l'archétype du faux gourou ou du faux être spirituel qui promet monts et merveilles, qui enchaîne Hercule sur l'autel de ses croyances, de ses systèmes religieux de représentation. Hercule, un temps, se laisse fasciner et il doit évidemment se libérer de ses chaînes et montrer qu'il est aussi libre de tout système spirituel en tuant Busiris. Il va ensuite libérer Prométhée, donc symboliquement libérer le Prométhée intérieur qui l'habite, donc toute sa dimension de créativité, de liberté, etc. etc. Et donc, parce qu'il a revisité au moins ces 3 points cardinaux, donc réaffirmer le sens qu'il habite, le sens de ses valeurs essentielles, l'Orient, avoir prouvé à nouveau qu'il n'est plus enchaîné aux images de la Grande Mère hantée, ni aux images à toute forme de fascination pour le monde, les représentations religieuses et spirituelles, Busiris. Il va pouvoir affirmer pleinement sa liberté, donc la libération de Prométhée, et il est enfin prêt pour se retrouver en position d'Atlas, c'est-à-dire en verticalité, en position de tutoiement du ciel, pour recevoir ces 3 pommes d'or qui sont la pure conscience, la pure existence et la pure béatitude.
C'est aussi une belle histoire. Mais on voit que plus on avance, évidemment, dans les travaux, plus ceux-ci sont non pas exigeants, mais plus ceux-ci nous semblent hors d'atteinte. Parce que, évidemment, les travaux d'Hercule, c'est le champ de ce que on pourrait accomplir, de ce que la totalité de la nature humaine pourrait accomplir. Ouais, on est presque dans la leçon bouddhique là. Là, on est dans le bouddhisme. Oui, absolument. La vacuité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et enfin, là, donc le dernier travail, le chien La Cerbère. capture du Cerbère. Et nous avons à peine un quart d'heure pour pouvoir clore cette Capturer le histoire. Cerbère, ça ira très bien. Un quart d'heure. Euh, Donc Hercule doit capturer le Cerbère, qui est le gardien des portes de l'Hadès, du monde souterrain. Et c'est un animal à trois têtes qui jappe comme un... Alors il a cette particularité qu'il laisse rentrer évidemment les âmes des morts, mais il ne les laisse pas sortir. En d'autres termes, il est facile de descendre dans l'inconscient, mais plus difficile d'en ressortir. Et donc Hercule arrive devant une porte de l'Hadès, du monde des morts, et on sait que à l'entrée de ce monde coule une rivière qui s'appelle le Styx. Sur ce Styx, il y a un autonnier, quelqu'un qui manie la barque, qui s'appelle Charon, ou Charon, Charon, qui demande une obole aux morts qu'ils doivent tenir dans leurs dents. C'est pour ça qu'on mettait du reste un sou dans la bouche des morts, hein, pour qu'ils puissent payer C'était pas sur les yeux aussi? passage. Non? Je crois pas. Je crois pas. D'accord. Faudrait vérifier. Et donc, voilà, et les morts payent, etc. Mais Hercule est tellement flamboyant que Charon prend peur et il le laisse passer gratos. Bon. Hercule descend, s'enfonce dans les cavernes du monde du dessous, et là il rencontre deux personnages, dont Méduse, l'ombre de Méduse. Il commence à sortir son épée pour pouvoir se battre, parce que Méduse, on va dire, c'est un monstre pour simplifier, pour se battre avec elle, et il réalise que c'est une ombre. Et donc il discute tranquillement avec elle. Et là il discute également avec un autre personnage qui s'appelle Méléagre, où il accepte d'épouser sa fille quand il sera sorti du monde des enfers. Mais ça va lui porter malheur, mais on verra. Enfin, du monde du dessous en tout cas. Et donc il continue sa descente, il arrive devant... il tue un bœuf pour nourrir les âmes des morts, dont le sang va nourrir les âmes des morts, et enfin il arrive devant Hadès. Et sans complexe, il demande à Hadès, écoute, je voudrais prendre ton chien, est-ce que tu es d'accord? Contre toute attente, Hadès dit oui, je suis d'accord, à condition que tu le prennes à main nue, sans arme. Hercule, c'est pas ça évidemment qui va l'arrêter. Il va voir le Cerbère qui jappe comme un putois avec ses trois gueules ouvertes. Et il le prend par le collet, par la gorge, et il le traîne derrière lui. Et il le sort du monde souterrain. Il amène le chien à trois têtes, le chien tricéphale, vers Eurysthée. Eurysthée prend peur et il dit non, non, surtout ramène-le où tu l'as pris. Voilà l'histoire. Alors c'est intéressant de voir que les pommes ont été remises à leur place et le chien va être remis à sa place. Mais oui, parce que quel est l'intérêt d'aller... Encore une fois, on lui demande de faire ce travail, mais quel est l'intérêt d'aller faire un travail qui, de toute façon, sera remis en place? C'est vraiment pour la découverte de soi, enfin, ou de ces trois corps, pour ce qui est de ces trois pommes, et de les remettre en place comme si, quelque part, il était réintégré à l'arbre de vie, l'arbre de connaissance, comme faisant partie intégrante du tout. Ce n'est plus extérieur à lui, mais intégré à lui. Tandis que Cerbère, un chien, et tu disais que le chien donc, est le gardien d'une dimension à une autre. Il ne laisse pas... là, pour le coup, Cerbère laisse rentrer les morts, mais il ne laisse pas sortir. Or, dans cette affaire, j'ai pas entendu dans ton histoire que Hercule ait affaire à Cerbère pour rentrer. Non. Maintenant, il va Parce avoir... qu'il est rentré, il laisse rentrer les gens, le Cerbère.
Les morts. les morts, mais il a laissé rentrer Hercule aussi. Euh, et pour autant, Chiron, lui, a peur d'Hercule. Le Styx, dans cette histoire, c'est un Styx, fleuve de... c'est un fleuve du monde souterrain, et ça veut dire poison. C'est une rivière de poison. Pas de poisson, hein, mais de poison. Ouais, ouais. Après, important de préciser. Alors, rappelle-nous, qu'est-ce qu'il se dit avec cette femme qu'il rencontre, Ah, La Méduse. Méduse. Méduse? Il la prend d'abord pour Méduse, Ouais, c'est-à-dire un monstre c'est une ombre. dangereux, et il voit que c'est une ombre, il comprend vite que c'est une ombre, et il discute tranquillement avec elle. C'est la même Méduse d'Orphée, non, qui Ouais. pétrifie aussi. C'est la Méduse de Persée, De Persée. du mythe de Perse qui pétrifie, oui. Mais que Persée a décapité. Donc. D'accord. Là, ce n'est que son ombre. D'ailleurs, c'est avant l'histoire avec Persée ou pas? Ou c'est pas l'importance, ça? En soi, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais logiquement, c'est après, Oui, parce qu'elle est, puisqu'elle est déjà morte. déjà morte, d'où l'ombre. Comment il réussit à persuader Cerbère de le suivre? Ah bah, Ouais, il il le le persuade lâche un pas, peu, quoi. il le prend à la gorge et il le tire derrière lui. Et quand le Ou, Cerbère, alors oui, il y a une très jolie image, ou plusieurs images, c'est-à-dire lorsque le Cerbère, il bave de colère, le Cerbère, et de sa bave va naître la plante que l'on connaît sous le nom d'aconite, et qui fait partie des plantes poison, antipoison, psychotropes, etc. Et il y a plein de plantes dans le monde souterrain. Il y a des jardins d'asphodèles, il y a la jusquiame qui va naître aussi de cette exploration-là. Enfin bref, toutes des plantes, la hanban, comment on appelle ça enfin, bref. Toutes des plantes qui sont soit des poisons, soit des antipoisons. C'est-à-dire toutes des plantes qui appartiennent au monde magique, au monde chamanique en réalité. C'est les plantes des sorcières, en fait. Hmm. Et toutes ces plantes qui permettent l'exploration du monde du dessous, du monde des ombres, sont nées de ce travail d'Hercule. Et lorsqu'il sortira de ce travail, il sera couronné d'une couronne de peupliers, parce que si on regarde les feuilles du peuplier, sur une de leurs faces, elles sont sombres, et sur l'autre face, elle est lumineuse. Donc la couronne de peuplier, c'est la victoire sur les deux mondes, d'ombre et de lumière. alors, le décryptage rapidement Le de cette histoire. Alors la clé rapidement, c'est que la clé, elle est dans le sens du chien. Le chien, c'est le gardien de toutes les portes, on le disait tout à l'heure. Il a trois têtes, donc il garde les trois plans de l'existence. Alors ça peut être physique, émotionnel, mental, mais ça peut être aussi inconscient, conscient, surconscient. Mais en tout cas, de la totalité d'un système. Enlever les gardiens, enlever le chien cerbère, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrer dans l'acceptation d'abandonner toutes nos limites et toutes nos barrières. Et c'est pour ça que c'est le dernier travail. Parce que ça n'est possible que lorsque on est quasiment un être réalisé, qui s'est fait dans le travail précédent. Enlever toutes ces limites, ça veut dire s'ouvrir complètement aux forces de l'inconscient, aux forces du surconscient, et sans se laisser broyer par elles. Donc, enlever une nation qui enlèverait toutes ses frontières, c'est-à-dire toutes ses limites, serait vite dévorée par les nations voisines, soit par immigration, soit par guerre, soit par invasion économique, que sais-je. Un individu normal qui supprimerait ses limites, c'est-à-dire qui, s'il le pouvait, ouvrirait son surmoi, qui est la limite entre le conscient et l'inconscient, tomberait dans la folie. Donc voilà, ce travail ne peut se faire que si on a fait les 11 autres. Sinon, on reste dans le monde des morts et on n'en sort pas. Ouais, parce que là, on touche presque une dimension christique dans le sens où résurrection, quoi. Il revient transfiguration du royaume. Les héros, il y a quelques rares héros qui sont descendus dans le monde du dessous, c'est effectivement le Christ. On a Orphée et on a Persée. Il n'y en a que quelques-uns dans la tradition, il n'y en a pas beaucoup. Donc dissoudre toutes les limites, capturer le chien cerbère, c'est ça. Alors après, il y a différentes étapes pour y arriver, notamment la conversation avec
comment elle s'appelle? Méduse. Méduse. C'est voir que les zones de plus... Méduse, c'est la personnification de la haine en réalité. Et voir que ça n'est qu'une ombre, voir que ça n'est qu'une illusion. Traverser le Styx sans payer, c'est traverser la rivière des poisons sans rétribution. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune accroche avec le monde de l'empoisonnement psychique. Redonner un bœuf, le sang d'un bœuf aux âmes des morts, ça veut dire revitaliser quelque chose qui est de l'ordre du désir plus profond de l'inconscient. Le chien a en fait un corps de serpent et des têtes de chien. Donc c'est revitaliser la puissance du désir en allant visiter, en abandonnant toutes nos limites. Ce qui est l'ultime travail. Et pourquoi va-t-il voir Hadès? Ouais, il a besoin de l'autorisation. Il a besoin de l'autorisation des dieux, enfin de ce dieu-là en tout cas, pour prendre son chien. Apparemment c'est une formalité, donc voilà. En tout cas, couronnement. Couronnement. Couronnement parce qu'il a réalisé les 12 travaux, c'est-à-dire il a accompli l'union des trois mondes, en tout cas du monde du dessus, face lumineuse de la feuille, et du monde du dessous, face sombre de la feuille. Est-ce qu'on sait qui a écrit? Non, toutes ces mythologies, alors le premier à les écrire, c'est Homère, mais il n'a fait que mettre donc au 8e, 9e siècle avant notre ère, mais il n'a fait que mettre par écrit une tradition orale immémoriale, et par exemple la constellation d'Hercule, du temps des nomades du néolithique, c'est-à-dire il y a moins 12 000 à moins 18 000 ans, s'appelait déjà l'homme agenouillé. Donc c'est probablement une tradition, surtout pour les travaux d'Hercule, une tradition chamanique très ancienne qui a été après reprise par les Grecs. Mais même les Grecs de l'Antiquité parlaient des mythes comme étant une tradition antique. Wow. C'est intéressant de voir ça. Ça nous emmène loin. Est-ce qu'il y aurait une décorrélation entre le mythe, les mythes fondateurs de l'Europe avec les mythes fondateurs d'Asie, Asie mineure, Asie centrale, l'Inde avec les Védas peut-être, ou d'autres mythes, l'Australie? Que les Grecs se sont aussi instruits dans les écoles de mystère égyptiennes. Oui, alors là, en fait, il faut remonter aux racines indo-européennes, hein, qui viennent de l'Inde du Sud, et après, du fait des grandes migrations, il y a à peu près 4000 ans, les peuples, alors les Celtes, les Grecs, les Romains, les peuples germaniques, avec toute la tradition de la mythologie germanique, jusqu'en Irlande, tirent à la même source, c'est-à-dire on a les mêmes structures. C'est Georges Dumézil qui a montré ça, c'est-à-dire toutes ces mythologies sont fondées sur les trois fonctions: souveraineté, guerrier et production. Et donc elles ont probablement une racine commune. Par contre, l'Égypte est dans une tradition différente. C'est vraiment comment dirais-je, tous ces dieux à tête d'animaux. On montrait un peu la tradition primordiale, où il y aurait des courants qui auraient émigré en Égypte, d'autres en Irlande, ensuite. Alors, on a effectivement une autre hypothèse, mais là, il faut remonter à 300 000 ans, donc c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Donc, avant les invasions indo-européennes, on avait le règne de la grande déesse. Donc, il y aurait une tradition qui, alors là, avec beaucoup de guillemets et de parenthèses, parce que c'est impossible à savoir vraiment, que dans les monts Altaï, c'est-à-dire en Sibérie, au nord de la Mongolie, il y aurait une civilisation qui aurait vécu à ce moment-là, et du fait d'un changement climatique, d'une glaciation, aurait dû émigrer dans les autres parties du monde, et donc serait à l'origine des Dravidiens en Inde, donc qui précédé les Indo-Européens, des traditions de la culture des mégalithes en Europe, qui ne sont pas les Celtes, qui étaient bien avant. Les Celtes, c'est 3000 ans, les mégalithes, c'est au moins 10 000 ans, 10 à 20 000 ans.
et des pélages en Grèce, qui sont les traditions, l'ensemble de peuples qui a précédé la civilisation grecque. Donc là, on aurait encore une autre étape. Mais tout ça, c'est avec des guillemets, bien sûr. Parce que 300 000 ans, Oui, on dit, quand on parle on dit 300 de 000 ans. l'Atlantide, c'est 15 000 ans, quoi. Oui, alors c'est ce que dit, c'est dans un Olga Kariditi, dans un joli petit livre qui s'appelle La chamane blanche, Ah bah oui, en plus j'ai lu ça. et qui a apparemment ces insights, puisqu'elle a des capacités de rêve éveillé, de très profond, et elle a des informations comme ça. Luc Biget. À vous dire. Fin de cette émission Énergie positive ce soir où nous avions la très grande joie d'accueillir Luc Biget, La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions de Janus. L'occasion pour nous justement d'aborder l'un de ces mythes fondateurs, de voir à quel point finalement les archétypes, les symboles nous influencent, Nous anime. nous animent. Luc, un grand merci. Merci Laurent. Avec nous aussi ce soir Bertrand Leroy. Bertrand, un grand merci. Bah, merci à toi, Laurent. On rappelle Merci ton à Luc. livre, Oui, La porte mystérieuse du Mont Saint-Michel. aux Bravo. éditions Pascal Gallaudet, qui vient de ressortir là en fait le mois dernier. Donc voilà, le sentier de date. Et un site www.neostalker.org. Alors, tant qu'on est dans les sites, je voudrais signaler le site de l'Université du Symbole. Donc, Université du Symbole, sur Google, en tapant Université du Symbole, on trouve. Et j'ai un blog également, donc, où j'ai publié un certain nombre d'articles qui précisent tout ça. Donc, c'est symbole.over-blog.net. Et je remercie aussi Fessal. Merci à toi Fessal. Merci de m'avoir invité. J'étais très heureux de découvrir la radio. Ça a été un plaisir de vous retrouver tous les trois après avoir vécu ces 4 jours. C'était une... Voilà, dans le Une belle déblayage synergie. du sentier, voilà, c'est ce que permet aussi ça, la marche en fait, c'est ces rencontres, et puis ces enrichissements, ces partages de connaissances, qu'on est vraiment dans une époque là maintenant où il faut partager, s'ouvrir et répandre ça, quoi, l'apocalypse, quoi, elle est là, donc merci à Luc d'être prêté au jeu, et C'est avec grand plaisir. c'est voilà, la beauté de la marche, de se mettre en marche, de rencontrer les gens, voilà. On savait pas où on serait ce soir, quand on est parti ce matin. Donc, l'univers est accueillant. Ouais, complètement. Messieurs, je vous souhaite plein de lumière sur vos sentiers, ainsi qu'aux auditeurs, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La suite de nos programmes d'ici quelques instants avec Eckhart Tolle justement et l'heure anglaise. Je vous souhaite une très bonne journée à vous tous et à vendredi prochain, 23h, où je recevrai Fabrice Midal. Au revoir à tous.